Merci. Bon, je suis donc en effet maître de conférence à Roscoff. Donc, vous avez une photo ici du laboratoire. Je ne sais pas si vous le connaissez tous. Donc, je suis maître de conférence. Ça veut dire que j'enseigne. J'enseigne les algues en particulier, et les algues, les grandes algues marines, et puis aussi les algues planctoniques essentiellement, mais aussi la biodiversité marine plus généralement. Et donc, je fais de la recherche au sein d'une équipe. CNRS et Université Pierre et Marie Curie, qui est spécialiste de l'écologie du plancton. Et donc, en recherche, je m'intéresse en ce moment, enfin pour une partie de mes recherches, à tout ce qui concerne la saisonnalité du plancton. Alors, déjà, pour démarrer, je vous rappelle que le plancton dont je vais parler comprend une composante, disons, végétale. Donc, vous la voyez avec sa couleur verte, là, ce sont là des diatomées. Donc, dans la composante végétale du plancton, il n'y a pas que des diatomées, mais cette composante végétale, eh bien, elle a une fonction équivalente un peu à celle des plantes en milieu terrestre, c'est-à-dire qu'elle fait de la photosynthèse et en utilisant l'énergie de la lumière, elle produit de la matière organique. Et donc, cette matière organique est consommée par des organismes dont font partie, par exemple, donc le zooplancton, qui est une autre composante du plancton. Et le zooplancton comprend des animaux, par exemple des larves de crustacés, des petits crustacés de très petite taille. Alors, le plancton est dominé, vous ne voyez pas très bien sur cette photo, c'est très grossi, mais par des organismes vraiment microscopiques. Et en particulier, le phytoplancton, ce sont des organismes qui paraissent très très discrets, mais au microscope, on voit très bien que ce sont des organismes qui sont extrêmement nombreux. Dans une goutte d'eau, on peut avoir des milliers de cellules de ce type, de ce que vous voyez sur la photo. Alors en plus, le plancton comprend d'autres composantes, en particulier des bactéries et des virus, donc je n'ai pas illustré ici en photo. Alors, ce plancton présente une saisonnalité très marquée, en particulier dans les milieux tempérés. Et typiquement, le plancton se développe, le phytoplancton, je vais peut-être prendre de la main droite, j'arrivais pas. Donc le phytoplancton se développe typiquement à la fin de l'hiver, au début du printemps, et les eaux deviennent d'ailleurs plus vertes. Et donc, pour former ce qu'on appelle un bloom printanier. Alors, je ne parle pas ici des blooms toxiques ou de blooms colorés qu'on a l'habitude de voir de façon négative. Je parle d'un bloom saisonnier qui a lieu de façon tout à fait naturelle tous les printemps. Alors, après ce bloom, se développe, enfin en même temps ou un petit peu en décalage, se développe donc le zooplancton qui consomme ce phytoplancton. Et ces patrons, cette saisonnalité se répète chaque année vraiment, un peu de la même manière. Alors, le phytoplancton nourrit le zooplancton et puis au travers des chaînes alimentaires, eh bien, va nourrir et être consommée, enfin la matière organique produite va être consommée et transiter dans toutes les chaînes trophiques de l'océan. Et par exemple, de la production du phytoplancton dépend le stock des poissons. Donc, cette saisonnalité vraiment très marquée, très régulière, elle a un impact important sur les pêcheries. Alors, en plus de cela, le phytoplancton, par son activité de photosynthèse, absorbe du dioxyde de carbone, c'est vraiment comme tous les végétaux, et puis produit de l'oxygène, donc une partie de l'oxygène que nous consommons est produite par ces organismes-là. Et par ces fonctions-là, le plancton, le phytoplancton, a un impact aussi sur les flux des gaz entre l'océan et l'atmosphère, et donc sur le climat. Alors,
le développement donc saisonnier du phytoplancton, et en particulier ce bloom ici printanier, ce développement printanier, il n'est pas dû à une seule espèce, hein, comme je l'ai représenté ici, mais ce bloom printanier, et en fait tout au long de l'année, se développent des centaines, voire des milliers d'espèces qui ont chacun un rythme propre. Et donc, par exemple, chaque printemps au large de Roscoff, c'est 7 espèces en général qui se développent de façon plus importante, mais chacun a sa place au fil du temps ici. Et c'est un peu cette saisonnalité que nous étudions à la station biologique de Roscoff. Et donc, c'est la façon dont toutes ces espèces se succèdent pour former ce rythme très régulier et très important pour donc les pêcheries et le climat. Alors, ces espèces qui se développent donc dans un assemblage assez complexe, elles ont des interactions entre elles, hein, des interactions du type, par exemple, compétition, où une espèce va se développer et faciliter le développement de l'autre. Et donc, à Roscoff, à la station biologique, comme dans beaucoup d'autres laboratoires côtiers, nous étudions la saisonnalité du plancton au sein de ce que l'on appelle un observatoire du plancton. Et cet observatoire, il est donc basé au nord-est de l'île de Bas, donc on se trouve ici à Roscoff, et donc Roscoff est ici, le laboratoire est là, et donc cet observatoire, il est passé ici à quelques milles de la côte, au large d'une bouée que l'on appelle la bouée Astan. Et donc au sein de cet observatoire, se rendent tous les 15 jours des personnels donc CNRS, des collègues, pour échantillonner à l'aide de bouteilles ici ou à l'aide de filets le plancton. Alors l'échantillonnage se fait par tous les temps, hein, grâce à un navire, la Néomésis, qui est le navire de la station biologique de Roscoff. Donc vous voyez ici sur cette diapositive Thierry Cariou et Fabienne Jalabert, qui sont tous les deux ingénieurs CNRS et donc qui sont chargés respectivement de l'observation des paramètres physiques et chimiques, et puis ici de l'observatoire plutôt du plancton. Alors à partir de ces échantillons, on récolte des données d'une part concernant la saisonnalité des paramètres de l'environnement, donc par exemple des données sur l'intensité de la lumière, des données de température, des données de salinité et des données par exemple de sels nutritifs tels que les concentrations en nitrates, etc. Alors vous voyez bien qu'au large de Roscoff, la saisonnalité est très marquée. Bon, les graphes sont très petits, mais vous voyez très bien la saisonnalité avec, par exemple, pour la lumière, donc l'hiver, une durée du jour qui est faible, elle augmente, puis elle rediminue, etc. Donc c'est extrêmement saisonnier, évidemment, c'est un phénomène physique. Et idem pour la température qui se réchauffe chaque printemps. Donc à un rythme extrêmement régulier, avec quand même des petits phénomènes qui donc sont différents entre ici 3 années consécutives. On voit ici la température un petit peu plus haute ou parfois des hivers un peu plus froids, etc. Alors, outre donc récolter ces paramètres-là, dans cet observatoire sont aussi récoltés donc, des paramètres qui concernent le plancton. Alors, aussi bien le phytoplancton, donc ces organismes photosynthétiques, qui sont comptés, dénombrés, donc chaque 15 jours, par l'observatoire de Roscoff. Et donc vous voyez ici la saisonnalité de 2 organismes planctoniques en 10 années ici de suivi. Et vous voyez qu'il y a une saisonnalité aussi très marquée. Alors, les organismes qui sont dénombrés le sont par différentes méthodes. Et une des méthodes les plus classiques, c'est le dénombrement par microscopie. Alors, évidemment, pour étudier la saisonnalité du plancton, on a besoin de distinguer les différentes espèces. Et la distinction des espèces pour ces organismes microscopiques qui font moins d'un centième ou
dixième de millimètre, eh bien, il n'est pas toujours facile de distinguer deux espèces. Alors, au microscope, on peut distinguer les espèces lorsque ces organismes phytoplanctoniques présentent des parois rigides. C'est le cas des diatomées, vous voyez ici, qui sont des cellules dont la paroi est formée de verre. En fait, c'est des petites cellules dans une sorte de petite boîte de verre. Et cette boîte de verre est ornementée comme de la dentelle. Et quand on peut observer ce patron ici, très régulier, eh bien, on peut distinguer une espèce d'une autre qui présenterait une forme ou une ornementation différente. C'est le cas aussi de ce type d'organisme, les dinoflagellés, dont vous avez sans doute entendu parler. Les dinoflagellés font, dans ce groupe-là, il existe des espèces qui sont capables de produire des toxines puissantes, parfois mortelles. Et chez les dinoflagellés aussi, on a donc tous ces petits détails, ces épines, cette forme particulière qui permettent de distinguer les différentes espèces. Et donc au microscope, on peut suivre donc individuellement la saisonnalité des différentes espèces dans ces groupes-là qui présentent des détails morphologiques qui permettent de les distinguer. Alors, je vous montre quelques exemples de saisonnalité. Ici, on voit la saisonnalité de la température de 2007 à 2016, donc c'est très récent. Donc vous voyez, comme je vous disais, une saisonnalité très marquée, avec une température qui, au large de Roscoff, au cours des derniers 50 ans, a augmenté, comme à peu près partout dans l'océan Atlantique. Mais donc, sur l'échelle de temps que l'on observe ici, eh bien, on ne peut pas observer cette tendance. Et ici, en vert, sont représentés le nombre de ces diatomées, donc ces espèces de phytoplancton. Et vous voyez très bien ce que je vous montrais tout à l'heure, le développement printanier, disons, de ces organismes qui, à la faveur de la belle saison, donc, se divisent de façon plus rapide. Alors, au sein de ce grand groupe des diatomées, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est bien connu, c'est que des espèces se succèdent, et c'est le cas à Roscoff, donc, pour notre série temporelle. Ici, vous voyez que, alors c'est un petit peu variable, ça dépend des années, mais souvent les premières espèces à se développer, ici, par exemple ici en 2015, puis en 2016, ce sont des espèces du genre Thalassiosira. C'est une diatomée particulière qui a une taille qui n'est pas très très grande, donc c'est 50 micromètres. Et cette diatomée-là, donc toujours dans cette petite boîte de verre, elle a la capacité donc de se développer, et les cellules qui se divisent restent attachées les unes aux autres, donc ce qui augmente sa flottabilité. Donc ce sont les premières espèces de diatomées à se développer au cours de la saison, au printemps, puis un peu plus tard. Donc regardez bien, on voit ici cette courbe brune là, qui montre une diatomée du genre Guinardia. Et cette diatomée, c'est la diatomée emblématique du bloom à Roscoff et de façon plus générale sur toutes les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Donc Guinardia, vous voyez, se développe régulièrement au cours, en gros, du mois d'avril. Alors certaines années, elle ne se développe un peu moins bien, ou alors on rate son développement parce qu'on échantillonne seulement tous les 15 jours. Donc cette diatomée, c'est notre diatomée emblématique, donc du bloom printanier à Roscoff. Et puis donc un autre exemple, un peu plus tard, se développe, ça c'est un peu variable selon les années, donc une diatomée, le genre Pseudonychia. Alors vous en avez entendu parler peut-être aussi, parce que c'est une diatomée dont on entend parfois parler aux infos ou dans les journaux, parce qu'elle est capable, certaines souches sont capables de produire des toxines amnésiantes. Alors ce n'est pas le cas de celles qui se développent à Roscoff ici. Donc, je vous ai montré juste quelques exemples, mais sont dénombrées juste au microscope à Roscoff environ 280 espèces qui se développent de façon plus ou moins saisonnière et organisée chaque année.
Donc, ces 280 espèces, ce sont des espèces qui sont celles que l'on peut distinguer parce qu'elles ont des caractères morphologiques que l'on peut reconnaître au microscope. Alors, je vous en montre quelques autres par rapport à celles que je vous ai montrées. Donc, encore des diatomées. Vous voyez celle-ci, un Chaetocéros. Donc, toujours dans sa petite boîte de verre, ici une seule cellule. Elle présente ce qu'on appelle des processus. Bon, c'est un vocabulaire associé au phytoplancton qui augmente sa flottabilité. Parce qu'évidemment, ce sont des organismes qui font de la photosynthèse. Elles ont donc développer des adaptations pour se maintenir en surface, près de la lumière. Et puis ici, les chloroplastes, qui sont les organites où est réalisée la photosynthèse. Donc, c'est une diatomée du genre Chaetocéros. Et nous, donc à Roscoff, on distingue vraiment les espèces de la façon la plus fine possible. Et c'est un Chaetocéros decipiens, parce que vous voyez les soies ici, elles sont regroupées sur une petite partie avant de se séparer. Donc ça, c'est un caractère de l'espèce parce qu'il existe, je pense, une cinquantaine d'espèces de ce genre-là qui se ressemblent beaucoup. Donc c'est à ces petits détails qu'on peut vraiment savoir à quelle espèce elle appartient. Alors c'est important de vraiment distinguer les espèces parce que juste comme je vous le disais, et on le verra un peu plus tard, chaque espèce a vraiment son timing, une sorte d'horloge de développement. Et nous, c'est ça qui nous intéresse vraiment, c'est de regarder finement le développement des espèces au fil des saisons. Une autre espèce, donc ça c'est un corétron, donc vous voyez toujours une petite boîte de verre, donc là très très fin, et puis toujours ces espèces de grandes soies qui sont interprétées comme des adaptations pour mieux flotter. Et puis ces chloroplastes dorés, donc typiques des diatomées. Voilà un Loderia annulata, donc là 2 cellules, vous voyez, des chloroplastes, toujours ces soies pour mieux flotter. Et puis un Guinardia, alors c'est seulement une partie, c'est une très grosse diatomée qui se développe souvent en fin de printemps, disons à l'automne, et qui a des chloroplastes étoilés caractéristiques. Donc ce sont ces petits détails qui nous permettent de distinguer les espèces. Alors encore une autre, Odontella, alors celle-là on hésite un peu entre 2 espèces, parce que c'est à la distance entre ces 2 partie de la diatomée que l'on décide à quelle espèce appartient la diatomée. Et pour celle-là, on n'a pas voulu donner de nom parce qu'on n'est pas sûr. Donc voilà quelques détails techniques qui vous montrent à quel point on a besoin d'avoir une expertise donc pour vraiment distinguer les espèces et leur saisonnalité de façon précise. Alors encore une autre. Ici, il s'agit d'un dinoflagellé qui a une forme un peu de lune, un Disodinium, qui se développe à l'automne. Alors, je vous ai parlé de ces diatomées que l'on peut distinguer au microscope, diatomées, dinoflagellés, silicoflagellés. Mais au sein du phytoplancton, il existe aussi une foule d'espèces, vraiment des centaines d'espèces, qui, à la différence de celles-ci, déjà ont une taille beaucoup plus petite, 2 micromètres, et puis qui surtout ressemblent à des petites boules brunes et qui ne permettent vraiment pas de distinguer ici les espèces. Donc ces organismes-là ne sont pas dénombrés au microscope. C'est impossible, leur taille est trop petite. Alors pour accéder à leur saisonnalité, on utilise d'autres techniques. Alors pourquoi on s'acharne à essayer de regarder la saisonnalité de vraiment tous ces organismes? Eh bien, c'est parce que, par exemple, pour l'une des espèces qui a cette taille de 2 micromètres, donc au microscope, ça ressemble à vraiment une petite boule, on voit qu'elle se déplace, celle-ci, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus, donc on ne peut pas vraiment la distinguer au microscope. Et pourquoi on a cherché à connaître sa saisonnalité? Eh bien, parce que depuis les années 50, on sait que cet organisme phytoplanctonique-là, que l'on appelle Micromonas, a été
identifié comme l'organisme le plus abondant sur les côtes britanniques et en mer du Nord. Donc en fait, par nos comptages au microscope, on rate ce type d'organisme qui est extrêmement abondant d'après des études antérieures. Alors ces études antérieures, ce n'était pas vraiment au microscope qu'ils avaient déterminé leur abondance, mais c'était en les mettant en culture. C'est un organisme qui se développe très bien en culture. Dès qu'on met une goutte d'eau, en gros, en culture, dans une salle à la bonne température, on voit qu'elle est là. Alors, pour accéder à sa saisonnalité, on a un peu utilisé d'autres techniques qui sont de développer spécifiquement, puisqu'on savait ce qu'on cherchait, des petites sondes fluorescentes qui vont s'accrocher spécifiquement, donc ici dans le mélange d'espèces, à une région signature, une région génétique signature. Et à cette petite sonde, on va accrocher une molécule fluorescente. Ce qui fait qu'au microscope, eh bien, on distinguera les cellules qui appartiennent à cet organisme-là parce que, eh bien, ils auront intégré cette sonde fluorescente. Donc, de cette manière, on a pu accéder, alors avec, disons, un microscope à la saisonnalité de cette espèce, donc de cet organisme-là, Micromonas. Et on a pu montrer en effet, alors les diatomées tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais il y a quelques, disons, dizaines à centaines de cellules par litre. Et celle-ci, donc, qui est bien plus petite, donc ça représente moins de biomasse, mais celle-ci, vous voyez, il y en a plusieurs milliers toute l'année. Et elle se développe aussi de façon très saisonnière. Alors, maintenant, pour accéder vraiment à la diversité de l'ensemble des espèces, parce que là, je vous ai montré pour l'une de ces très petites espèces la saisonnalité en utilisant des sondes, mais pour accéder à la saisonnalité de l'ensemble de ces espèces qui sont très petites et à laquelle on n'arrive pas à accéder, eh bien, on utilise des outils qui nous permettent de distinguer ces organismes non plus sur des différences de leur morphologie, mais sur des différences génétiques. Et de cette manière, on arrive à, pour chaque date, pour chaque sortie, en utilisant des méthodes automatiques, disons, basées sur la distinction des espèces par la génétique, à obtenir cette fois, alors on pense, l'ensemble de la diversité et même à obtenir les espèces les plus petites dont on peut obtenir une abondance. Donc on obtient ce type de tableau, vous voyez, avec pour chaque date, donc par exemple début janvier, mi-janvier, puis début février, mi-février, et pour chaque espèce, et cette fois on n'est plus à 280 espèces, mais à quelque chose comme plus de 10 000 espèces distinguées, des abondances. Alors cette fois-ci, l'intérêt ici, c'est que l'on accède à la saisonnalité de l'ensemble de la communauté. Alors pour cette fois représenter la saisonnalité de l'ensemble de la communauté, c'est la minute de mathématiques, on fait des calculs de distance. On va calculer combien la communauté des espèces du 1er janvier, par exemple, est différente de celle du demi-janvier. Alors, le calcul de distance, en fait, c'est un calcul très très simple, mais juste pour que vous compreniez la représentation de la saisonnalité que je vais montrer ensuite, disons que quand on a exactement les mêmes espèces, avec exactement les mêmes abondances, eh bien, on va dire que les communautés sont identiques, donc la distance, elle est 0, donc les communautés sont confondues. Vous voyez ? Et par contre, si par exemple on a le 1er janvier un certain nombre d'espèces et que le mi-janvier on a des espèces qui sont totalement différentes, aucune espèce commune, la distance va être maximale. Alors après la petite minute mathématique, la représentation mathématique de cette saisonnalité, donc c'est ce que je vous montrais, on peut représenter les distances ici sur cet écran, et vous voyez là, c'est la communauté
du 7 janvier et celle du 20 janvier ici. Donc vous voyez, elles sont très proches l'une de l'autre parce qu'en fait, elles ont quasiment la même composition en espèces. Et on travaille ici sur 10 000 espèces. Donc vous voyez, plus question de représenter ça espèce par espèce. Alors ensuite, si on place celle de février, eh bien, les communautés de février, elles sont assez proches de celles de janvier, mais vous voyez, le 18 février, on s'éloigne un peu plus de celle du 1er janvier. Et puis en plus, ensuite, si on place celle de mars, eh bien, on s'en éloigne encore. La distance augmente par rapport à celle de janvier, etc. Donc avril, on est encore plus loin, etc. Et à votre avis, on va aboutir où en décembre? C'est la question. Non, personne ne suit. Ouais, on va boucler la boucle. Donc on va obtenir une sorte de cercle. Eh bien, quand on analyse les données sur l'ensemble des espèces donc, dans la communauté de plancton au large de Roscoff, eh bien, la communauté, on peut voir qu'elle évolue de façon cyclique. Donc en fait, chaque année, cette communauté, eh bien, elle change progressivement. Et puis, elle revient chaque année à, en gros, la même composition. Alors, ça peut vous paraître quelque chose de tout à fait normal. C'est en effet quelque chose de tout à fait normal qui est observé. Mais vous voyez, on a besoin de technologies assez avancées pour vraiment le mettre en évidence. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer l'année suivante, à votre avis ? On va avoir la même chose. Et puis l'année suivante encore, etc. Donc c'est ce qui se passe. Ici, on a mis 3 années. Donc, vous voyez en bleu, c'est les points que j'ai montrés tout à l'heure. Donc on fait le cercle. En orange, en 2010, hop, la communauté a refait ce cercle. Et puis en vert, en 2011, même chose. Donc en fait, vous voyez, ça, c'est une façon de représenter. Alors, c'est vrai qu'il demande des technologies assez avancées parce qu'on essaie de distinguer quand même des espèces microscopiques. Et on a en tout des milliers d'espèces. Vous avez vu que l'on peut distinguer de cette manière. Mais c'est quand même assez extraordinaire que eh bien, chaque année, on retrouve la même communauté. Donc on a exactement, non justement, à quelques variations près, la même communauté. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on avait, par exemple, une augmentation de la température? Qu'est-ce qui se passerait si on avait, par exemple, une grosse pollution? Ce sont des choses qui sont, que l'on peut, nous, observer justement par ce suivi de cette saisonnalité cyclique. Donc on a vraiment besoin de connaître l'enveloppe naturelle de variation pour voir si on a une perturbation, est-ce qu'on sort ici ou est-ce qu'on reste là, combien forte doit être la perturbation pour casser ce cycle. Donc ce sont des questions que l'on travaille aussi. Alors justement, pour travailler ces questions, et comme on a besoin de suivi extrêmement long pour voir ce qui se passe en cas de perturbation, ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre qu'est-ce qui est le moteur de ce patron très cyclique. Comment ça se fait que les espèces aient cette saisonnalité qui est très très régulière finalement. Alors, on sait que la saisonnalité du plancton, par exemple d'une espèce donnée, elle est influencée par des facteurs que l'on appelle, nous, en écologie, les facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, ce sont des facteurs tels que la lumière. Alors, pour une saisonnalité si marquée, si cyclique, on se dit que c'est quasiment quelque chose qui doit provenir d'une sorte de cycle quasiment des astres. C'est tellement régulier. Donc c'est vrai que la durée du jour, par exemple, doit forcément avoir une influence sur cette saisonnalité très marquée. La température aussi, on sait que la croissance du phytoplancton,
hein, donc la manière dont les cellules vont se diviser donc pour former de la biomasse, eh bien, cette croissance, elle est influencée par la température, on le sait. On sait aussi qu'il faut des sels nutritifs, par exemple du nitrate, pour qu'elles puissent se développer. Donc ces facteurs influent forcément sur la croissance et donc la saisonnalité, la formation des blooms pour toutes les espèces. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'à part ces facteurs environnementaux, eh bien, il y a d'autres processus plutôt internes à la communauté qui régulent aussi le développement saisonnier. Par exemple, il existe des espèces qui ont une horloge interne. Un peu comme nous, on a une horloge interne qui régule notre rythme veille-sommeil. Vous savez que sur ces expériences où on prive donc, les êtres humains de lumière, sur des expériences scientifiques, eh bien, le rythme veille-sommeil continue même sans avoir donc, ces signaux lumineux. Eh bien, pour les diatomées, c'est la même chose. Il a été montré qu'il existe une horloge interne. Certaines espèces de diatomées, par exemple, se développent, font de la reproduction sexuée. Donc, dans ces micro-organismes, on a aussi de la reproduction sexuée tous les 2 ans, de façon régulière. Et c'est une horloge interne qui régule ces développements-là. Donc, c'est quelque chose d'interne. Et puis, d'autres processus de structuration interne, eh bien, ce sont, par exemple, c'est interne à la communauté, parce que c'est dans la communauté planctonique, et ce sont, par exemple, les brouteurs qui vont imposer une mortalité sur ces espèces-là, les brouteurs. Ou des compétiteurs, quand il y a de la compétition, elles vont moins se développer, etc. C'est de la structuration interne aussi à la communauté. Et puis enfin, eh bien, il y a des parasites. Les algues, enfin les microalgues, ont aussi des parasites. Et il existe par exemple des virus qui sont capables de décimer des populations d'algues. Donc en fait, cette saisonnalité, elle est influencée non seulement par température, lumière, etc., mais aussi par toute une série de facteurs qui sont plus internes à la communauté biologique. Alors nous, on s'est intéressé justement à ces parasites. Et donc, par exemple, pour notre petite algue, un Micromonas, ici, qui a un développement saisonnier, eh bien, on sait que cette algue, alors ça a été publié par des collègues, vous voyez, il n'y a pas si longtemps, on sait que cette algue, eh bien, elle peut être attaquée par des virus. Alors, comment elle est attaquée par des virus ? Eh bien, là, vous avez cette algue, en microscopie ici, et puis vous voyez, il y a des virus qui s'attachent à l'algue, qui vont donc intégrer, rentrer, disons, dans la cellule et s'y multiplier. Et une fois qu'ils se sont multipliés, la cellule va, disons, exploser, et puis les particules virales, les virus vont être expulsés et pouvoir contaminer d'autres cellules. Vous pouvez imaginer que c'est un mécanisme très efficace. Ce sont comme nos virus qui attaquent nos cellules, qui sont capables de décimer les populations d'algues. Eh bien, pour notre Micromonas à Roscoff, on a pu, en utilisant donc des cultures de nos microalgues que l'on cultive sur des boîtes, donc ça fait des tapis verts, eh bien, en étalant de l'eau de mer de Roscoff, de notre point Astan, sur ces tapis verts, eh bien, vous voyez, se développent des petites zones transparentes. Eh bien, ces petites zones transparentes ici, ce sont des zones où des virus présents dans l'eau de mer de Roscoff ont attaqué le tapis d'algues et puis les ont décimés. Donc, eh bien, la couleur verte due à la chlorophylle disparaît puisque les cellules meurent. Donc, on a ces petites plages transparentes. Alors, ces virus, on les a isolés. Et ces virus, vous voyez, maintenant, on les cultive. Donc ici, c'est une petite culture de notre algue Micromonas, en bonne santé. Et puis ici, on a rajouté un tout petit peu, un très très petit volume de notre virus qu'on a maintenant isolé. Vous voyez, la culture, en quelques jours, elle est totalement décimée.
Donc ces virus, ils ont des formes un petit peu géométriques comme ceci. Ils sont très petits, vous voyez, ils ont une taille bien plus faible que celle de leur algue favorite. Et surtout, ils sont spécifiques, enfin, ils n'attaquent que cette algue-là. Donc là, vraiment, on a un facteur, un parasite qui peut expliquer la saisonnalité espèce par espèce. Et bien justement parce que ces parasites, au contraire des petits brouteurs, là, que je vous ai montré schématiquement, eh bien, ils attaquent les espèces, mais d'une façon très spécifique, comme les virus qui nous attaquent, qui souvent n'attaquent que notre espèce et pas les autres espèces proches. Ou du moins, c'est rare qu'ils puissent attaquer plusieurs espèces. Donc voilà un facteur qui pourrait, un facteur interne à la communauté, donc là, peu importe le climat finalement, qui peut expliquer la façon dont les algues sont, dont les blooms sont décimés. Alors, ces petits virus, d'ailleurs, on a vérifié dans le milieu naturel. Donc ici, sur l'année 2009, vous voyez, donc on l'a fait avec une collègue qui est virologue, Anne-Claire Baudou, qui est chercheur spécialiste des virus. Eh bien, donc on voit ici, sur cette courbe, vous avez, au fil de l'année, entre le mois de janvier et le mois de décembre, la saisonnalité typique de notre algue, c'est le trait noir continu. Et vous voyez, si on compte les virus ici, sur la même période, on voit qu'ils se développent en gros en même temps que l'algue, quasiment. Car en quelques jours, ils sont capables de la décimer. Donc on voit ici un contrôle des virus sur les populations d'algues. Alors là, les virus ne sont plus vus comme vraiment des pathogènes, mais des régulateurs écologiques qui permettent cette saisonnalité tellement importante pour la production dans l'écosystème. Alors, ces parasites, on les a aussi recherchés pour notre algue, vous savez, qui provoque ces blooms de diatomées vraiment les plus importants à notre point d'observation. Et donc, ça a été le travail ici de Laure Arsenieff qui fait sa thèse dans notre laboratoire. Et Laure, eh bien, elle a isolé des virus de la même façon, donc vous reconnaissez cette forme un petit peu géométrique, capable de décimer ces cultures de cette diatomée Guinardia, donc emblématique de notre point d'observation. Donc on a là un facteur de contrôle de la saisonnalité de notre diatomée favorite. Alors en plus d'isoler des virus, Laure, en collaboration avec Sébastien Collin, qui travaille aussi à la station biologique, qui est spécialiste de la microscopie, a mis en évidence d'autres pathogènes capables de décimer nos populations de diatomées. Alors ces pathogènes-là, vous les voyez ici. Je crois que j'ai enlevé la photo de Sébastien. Donc vous voyez notre algue, vous reconnaissez la petite boîte en verre ici. Alors là, elle n'est pas en très bonne santé. Elle possède des chloroplastes que l'on voit ici en rouge. Ce sont des couleurs un peu différentes de la microscopie normale. Donc on voit ces chloroplastes en rouge. Et ce que vous voyez en bleu, là, eh bien, ce sont des parasites qui arrivent à se fixer sur la cellule. Alors on ne sait pas encore très bien s'ils arrivent à rentrer à l'intérieur, mais donc les recherches sont en cours pour ça. Et puis, ils développent, c'est une sorte d'alien, vous voyez, ils développent un réseau qu'on appelle un réseau ectoplasmique. Et puis, alors ça dure 2 jours, je crois, quelque chose comme ça. En quelques jours, il est capable de vider le contenu des diatomées, de se nourrir, de se multiplier. Donc encore un pathogène qui donc est un régulateur comme ça des développements de ces diatomées-là. Alors, on ne l'a pas encore bien caractérisé, mais on pense qu'il appartient à un groupe de parasites qui, jusque-là, n'était connu que pour parasiter les animaux et puis parasiter, proche de certains organismes capables de parasiter les zoostères, vous savez, ces plantes qui forment des herbiers dans les milieux marins. Donc voilà, affaire à suivre ici pour la régulation de
de notre diatomée emblématique. Et donc, vous voyez, pour expliquer la saisonnalité de cette algue-là, on a donc une combinaison de facteurs environnementaux, sans doute, et sûrement une intervention très serrée de ces pathogènes ou parasites qui forment un réseau qui probablement contraignent très fortement la saisonnalité de notre diatomée à Roscoff. Alors, maintenant, juste quelques diapositives de plus. Je vous ai montré donc des résultats de nos recherches et puis disons, de nos suivis, qui sont des suivis sur du long terme de la saisonnalité du plancton. Donc, on a essayé d'installer un observatoire permanent, donc long terme, ce qui n'est pas très facile. Il faut bien choisir ce qu'on suit, parce qu'il faut obtenir les financements de façon régulière, etc. Il faut être sûr que ça va perdurer dans le temps, parce que comme je vous l'ai montré, eh bien, pour voir vraiment ce qui se passe et mieux comprendre, on a besoin de séries très longues. Donc ces séries très longues, elles continuent tous les 15 jours. Donc on va échantillonner, les organismes sont comptés, etc. Et donc pourquoi on suit cela? Pourquoi on suit la saisonnalité du plancton? Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher ces 1000 espèces? Pourquoi on ne se contente pas juste de voir si le bloom a lieu au bon moment, etc. Eh bien, pourquoi? Et c'est premièrement parce qu'on est très curieux. Donc ça, c'est une caractéristique, je pense, de beaucoup de personnes, et puis en particulier des chercheurs et des gens qui travaillent donc dans les labos de recherche. Donc c'est la première chose, c'est très important. Et deuxième chose, c'est parce qu'on sait très bien, nous, que actuellement, la saisonnalité du plancton et plus largement le plancton subit des changements très importants. Et ça a été publié. Par exemple, en 2004, ici, par des collègues anglais qui ont suivi la saisonnalité d'un dinoflagellé. Donc ça, c'est une image issue d'un article du 19e où déjà on les observait. Donc c'est un Serratium fusus, une très belle cellule qui se déplace. Et donc, grâce à des suivis à long terme qui ont été effectués par les collègues anglais, cette fois depuis les années 30, eh bien, on a pu regarder comment évoluait la saisonnalité de cet organisme. Alors, ça c'est la petite minute analyse de graphe. Ici, on voit entre les années 60 et les années 2000, on regarde quelle est la date à laquelle le Serratium se développe. Vous savez, à ce pic, on a le maximum de cellules. Et vous voyez que dans les années 60, donc c'est très variable, c'est une première chose, mais dans les années 60-70, on voit que c'était plutôt, disons, mi-août, août-septembre, voilà. Et de nos jours, en 2000, on voit qu'il y a une tendance à l'avancement du pic et on voit que ça se développe plutôt au mois de juillet, disons mi-juillet. Donc ça veut dire qu'en 40 ans, eh bien, le pic de cette espèce, eh bien, il a été avancé d'1 mois. Donc vous avez sûrement entendu parler des changements pour le développement des papillons, pour la floraison, etc., en milieu terrestre. Vous voyez que dans le milieu marin, sur ces organismes microscopiques où on n'en voit pas forcément l'importance, on a aussi ces changements très importants de saisonnalité. Et cette saisonnalité, chaque espèce a vraiment son pic. Donc, si on suivait d'une façon très globale le phytoplancton, on ne verrait pas ces changements. Autre changement très important qu'on a observé, je pense que peut-être vous avez déjà entendu parler de ces changements-là, ce sont des déplacements d'espèces. Alors, dans les milieux terrestres, vous avez sûrement entendu parler des déplacements d'espèces d'affinité. On voit, par exemple, arriver en Bretagne des espèces qui, il y a quelques dizaines d'années, étaient restreintes au milieu méditerranéen.
On a une remontée des espèces d'affinité, disons, de température chaude vers le nord. Eh bien, dans le plancton, c'est la même chose. C'est quelque chose qui a été publié aussi à partir de séries donc, qui ont démarré dans les années 30. Bon, ici, ce sont les données des années 50 à 80. On voit aussi des déplacements du plancton. Là, c'est le zooplancton. Donc, il y a des espèces ici, ces espèces-là, ce sont des espèces de zooplancton plutôt d'affinité sud-Europe, vous voyez, donc, qui se développaient ici au large des côtes espagnoles et françaises dans les années 60-80. Eh bien, quand on suit où se développent ces espèces, donc où elles sont majoritaires par rapport aux autres espèces de zooplancton, dans les années 80 à 2000, on voit qu'il y a une remontée, vous voyez. Elles atteignent ici, elles se développent bien sur les côtes écossaises. Et puis, eh bien là, vous voyez, c'est encore plus marqué. Et puis, en 2005, donc, on voit qu'elles ont vraiment fait une remontée vers le nord. Donc, et tout ça, donc, ce que je vous ai montré pour le dinoflagellé ici, donc l'espèce phytoplanctonique, l'avancement de la saison de bloom ou le déplacement vers le nord, eh bien, c'est connecté au réchauffement des températures de l'océan. D'où l'importance d'avoir ces séries saisonnières longues, parce que ça ne se passe pas en 1 an, 2 ans. Vous voyez ici, il y a 40 ans de recul. Donc on a vraiment besoin de séries longues pour observer ces changements. Alors en plus, vous avez vu, nous, on fait des recherches assez poussées sur des choses qui peuvent sembler anodines, comme quel virus attaque quelle espèce, etc. Alors pourquoi on fait ça ? Eh bien, c'est parce que non seulement on a besoin de décrire ce qui change, mais si on comprend pourquoi ça change, eh bien, on sera plus en mesure de prédire d'abord ce qui va se passer et peut-être d'élaborer des stratégies qui nous permettront de contrer ces changements ou de moins de les diminuer. Voilà. Alors, voilà pourquoi on travaille à comprendre la saisonnalité du plancton. Voilà. Donc, voilà, j'ai fini ma petite présentation. Et donc, d'abord, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, un mardi soir tard. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a intéressé, du moins quelques-unes des recherches que j'ai présentées. Alors, sachez que outre l'observatoire à Roscoff, il existe d'autres observatoires dans le monde et en France. Il y avait une carte tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a un à Brest, un observatoire qui, comme nous, suit la saisonnalité du plancton. Et c'est important qu'on ait plusieurs sites où on peut suivre ce qui se passe de façon à savoir si les phénomènes qui se passent devant notre porte sont généraux ou pas, et de valider à la fois nos hypothèses et nos résultats. Voilà. Des questions, peut-être ? Vous avez peut-être des questions, oui. Ouais. Je